Donc, nous allons entamer la séance d'aujourd'hui de notre deuxième partie d'analyse discriminante. On a fait une première séance, la séance dernière. On a traité une première partie de cette analyse discriminante. Nous allons faire la deuxième partie, notamment la partie pratique de cette analyse factorielle discriminante aujourd'hui. On a essayé de faire de même comme ce qu'on a fait pour les autres méthodes, à savoir la régression multiple et l'ACP, où j'ai essayé de faire deux exemples par méthode. On va faire de même aujourd'hui avec l'analyse discriminante, à travers laquelle nous cherchons à créer un modèle de prévision de groupe d'affectation, où le modèle est composé de fonctions discriminantes qui sont basées sur les combinaisons linéaires de variables de prédicteurs qui donnent la meilleure discrimination entre les groupes. Et les fonctions sont générées à partir d'un échantillon d'observation qu'on appelait l'autre fois l'échantillon d'apprentissage, et pour lesquels le groupe d'affectation est connu. C'est la raison pour laquelle on a parlé qu'il s'agit d'une méthode qui est supervisée. Il y a des méthodes qui sont dites non supervisées. Et les fonctions peuvent être appliquées aux nouvelles observations pour servir à l'affectation d'un nouvel individu, une nouvelle observation, à un groupe parmi les groupes qu'on a. Donc, on a dit qu'on fait appel à l'analyse discriminante lorsque la variable dépendante est une variable qui est qualitative, parce que l'analyse discriminante fait partie des techniques qui sont explicatives et prédictives. On peut faire expliquer une variable dépendante qui est qualitative par un ensemble de variables indépendantes qui sont quantitatives et prédictives parce qu'il ne permet par la suite de prédire l'appartenance d'un individu à une classe ou à un groupe. Donc, on a une variable qualitative qui est la variable dépendante qui est composée de K groupe ou K classe. Les K groupes ou les K classes représentent les modalités de cette variable qualitative, et un ensemble de variables explicatives qui sont quantitatives et qui ne devraient pas être corrélées entre elles. On a dit que lors de l'analyse de la partie théorique de l'analyse discriminante, c'est qu'on fait appel à plusieurs indicateurs statistiques. On revient aux statistiques élémentaires, la moyenne et la variance. On revient également à certains, l'ANOVA par exemple, à un facteur. On aura besoin par exemple de lambda de Weeks ou de tests de M2Box, avec par exemple le lambda de Weeks qui a une statistique qui permet de comparer simultanément plusieurs moyennes en mesurant, en calculant la part d'inertie intraclasse dans l'inertie totale, parce que, si vous vous rappelez très bien, pour ceux qui ont été avec nous la dernière fois, nous cherchons à avoir le maximum d'individus qui sont homogènes au sein d'une classe, mais nous cherchons que, donc, interclasse, entre les classes, la dispersion et l'inertie soient donc élevées, c'est-à-dire qu'on cherche interclasse, on cherche des individus qui sont hétérogènes. Pour ce faire, on peut faire appel, par exemple, au lambda de Weeks, de Samuel Weeks. Également, il y a la statistique de M2Box, qui est également un test d'égalité des matrices de covariance de groupe, et qui nous permet également de rejeter ou d'accepter l'hypothèse d'égalité entre les groupes. Donc ça, c'est pour donc, cette partie théorique qu'on a traitée. Je vais essayer de faire aujourd'hui deux exemples. Et il y a certains qui disent que, même parce qu'avant on l'appelait la méthode de Fischer, il y a certains qui disent que ce n'est pas possible de parler d'analyse discriminante sans parler des iris de Fischer. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi comme premier exemple l'exemple des iris de Fischer. Donc, c'est le premier exemple que nous allons traiter avec le logiciel SPSS, et par la suite, nous allons essayer de faire un deuxième exemple. Et pour chaque exemple, notamment le premier, je vais expliquer la démarche à suivre avec SPSS pour faire la méthode, sachant que je reprends toujours qu'il est possible de revenir à la chaîne YouTube de CRAFDAR pour voir les enregistrements de toutes les séances. C'est-à-dire que pour ceux qui auront besoin des étapes, je vais le passer rapidement, mais si vous allez revenir aux vidéos, vous pouvez revoir les étapes ainsi que les éléments qu'il faut cocher au niveau de chaque
options. Donc, le premier exemple, c'est les iris de Fisher. On a un tableau de données, comme on a expliqué avant, c'est qu'il faut avoir un tableau de données avec N, c'est le nombre d'observations qu'on a, P, c'est le nombre de variables explicatives, et le K, c'est le nombre de groupes de la variable à expliquer ou la variable dépendante. Dans l'exemple de Fisher, on a N, c'est 150 iris, on a 3 types d'iris, 3 espèces d'iris, on a Setosa, versicalaire et virginica, et qu'il cherche à les distinguer ou les différencier, c'est la variable dépendante ici, c'est le type d'iris ou l'espèce d'iris qu'on a, 3 classes, 3 donc, groupes, et qui sont expliqués par 4 variables explicatives. Le x1, c'est la longueur des sépales, le x2, c'est la largeur sépale, le x3, c'est la longueur des pétales, et le x4, c'est la largeur des pétales. Donc, nous cherchons à valider notre modèle pour dire qu'effectivement, on a 3 types d'iris, et que les 3 types d'iris sont expliqués par donc, les 4 variables qu'on a, les 4 variables explicatives ou indépendantes. Donc, c'est seulement donc, pour avoir une idée concernant le fichier sur lequel on va travailler. Donc, 4 variables explicatives, x1, x2, x3, x4, longueur et largeur des pétales, et longueur et largeur des sépales. 150 iris classés en 3, donc les 50 de chaque type d'iris. Et on a 3 types d'iris, Setosa, Virginica et Versicolor. Donc, les étapes sous SPSS pour mener une analyse factorielle discriminante. Donc, analyse, classification, c'est une technique de classification qui nous permet de classer les observations ou les individus en classes qui sont définies à l'avance. C'est parce que c'est une technique, comme on a dit, supervisée. Donc, analyse, classification, analyse discriminante. Dans la fenêtre qui s'affiche pour vous, la première des choses, il faut définir votre critère de regroupement qualitatif numérique. Remarquez qu'il est indiqué qualitatif numérique parce que la variable dépendante qu'on a, c'est-à-dire la variable qui est le critère de regroupement, c'est-à-dire la variable à expliquer, c'est une variable qui est qualitative, mais qui est numérique. Malheureusement, on n'a pas moyen d'afficher SPSS en parallèle, mais la variable, c'est une variable qualitative qui est codifiée avec SPSS. Par exemple, ici, on donne 1 pour Setosa, 2 pour Versicolor et 3 pour Virginica. C'est la raison pour laquelle on parle de variables qualitatives numériques. Et les valeurs qu'on a, ce sont sous forme de chiffres entiers. Et ces valeurs, on a 1, 2, 3. C'est-à-dire que le minimum de groupe qu'on a, c'est 1. Et le maximum qu'on peut avoir, c'est 3. C'est la raison pour laquelle, dès qu'on glisse le critère de regroupement, c'est-à-dire la variable dépendante qu'on a, il active pour nous la fenêtre définir l'intervalle. Et dans cette partie, on définit le minimum et le maximum. Notre minimum ici, c'est 3, et le maximum, c'est le minimum, pardon, c'est 1, et le maximum, c'est 3. Après, on fait poursuivre. Et dans la deuxième case, variable indépendante, on glisse l'ensemble des variables explicatives qu'on a. Dans notre cas, on a 4, longueur et largeur de sépales, et longueur et largeur de pétales. Par la suite, il faut donc cocher les options ou les indicateurs statistiques qui vont nous permettre de valider notre modèle. Premièrement, il faut prendre donc, statistique, et dans statistique, nous devons prendre les indicateurs descriptifs qui vont nous servir pour tester l'égalité des moyennes. Premièrement, il faut cocher dans caractéristiques moyennes, un facteur et le M de box ou le test de box. Également, dans coefficient de la fonction, il faut cocher Fisher et non standardisé, comme il est affiché devant vous à l'écran, avec même la boîte de dialogue de SPSS statistique. Donc, après, on clique sur poursuivre et dans la deuxième partie, on passe à la classification, au bouton classification de la boîte de dialogue SPSS. On aura donc à cocher 2 options récapitulatives et classification par élimination. Je disais bien à cocher 2. Il y a certains qui peuvent faire appel à d'autres fonctions ou d'autres options. Nous, on prend le minimum ici pour donc assurer notre modèle, mais on peut voir donc d'autres options. Par exemple, il y a certains qui font même, par exemple, des représentations graphiques où
on fait représenter donc, la relation graphique entre la variable à expliquer et chaque variable explicative. Et tant que la variable à expliquer, c'est une variable qui est quali, l'autre c'est quanti, ben, le graphique, on fait appel à la fameuse boîte à moustache pour analyser la dispersion. Donc, il y a certains qui font appel même aux boîtes à moustache pour valider leur interprétation ou valider leur analyse. Maintenant, on suppose qu'on a coché ce qui est demandé, on a fait poursuivre, après on a fait OK, on aura les résultats de SPSS. Maintenant, comment peut-on lire les résultats de SPSS d'une analyse discriminante? Donc, comme on a expliqué la première séance, dans la première partie de la dernière séance de l'analyse discriminante, on a fait la première partie théorique. Comme on a expliqué dans cette première partie théorique, c'est que l'analyse discriminante se fait ou se déroule en 3 étapes. Dans la première étape, il faut vérifier qu'effectivement, il existe une différence entre les groupes que vous avez. Par exemple, là, on a 3 groupes. Il faut vérifier qu'effectivement, on a 3 groupes et non pas seulement 2 ou un seul groupe. Donc, la première des choses, c'est de vérifier votre classification, de vérifier qu'effectivement, vous avez 3 groupes. Parce que c'est vous qui vous définissez à l'avance les groupes. On a dit que il s'agit d'une technique qui est une technique supervisée. La deuxième étape, c'est de valider l'étude. Et la troisième étape, c'est de valider, de donner un sens à la qualité de représentation. De valider la qualité de représentation des fonctions discriminantes. C'est la troisième et la dernière étape. Et pour chaque étape, on fait appel à certains indicateurs statistiques que nous allons voir. Donc, premièrement, on commence par la première étape, c'est-à-dire de vérifier qu'il existe effectivement une différence entre les groupes. Pour ce faire, on fait appel, premièrement, aux statistiques élémentaires, c'est-à-dire l'indicateur tendance centrale qui est la moyenne, et un indicateur de dispersion qui est la variance sur l'écart type. Deuxième indicateur, c'est le test de Fisher, qui nous permet, donc le test de Fisher nous permet également de vérifier est-ce qu'effectivement il existe une différence ou non. Le troisième indicateur, c'est le lambda de Wilks, comme je viens d'expliquer, il s'agit d'un indicateur statistique qui compare simultanément plusieurs moyennes en mesurant la part d'inertie intraclasse dans l'inertie totale. Et mathématiquement, c'est le déterminant de la matrice des variances de covariance intraclasse rapport au déterminant de la matrice des variances covariance totale. Ça, c'est seulement la formule de calcul. Alors, comment peut-on dire qu'effectivement il y a une différence ou il n'y a pas de différence sur la base des 3 indicateurs qu'on a devant nous, à savoir moyenne et variance, test de Fisher et lambda de Wilks. J'essaie de résumer ça sous forme de tableau. Donc, la vérification s'interprète de la façon suivante. On dit qu'il y a d'influence, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une différence entre les groupes. Si, en passant d'un groupe à un autre, on trouve qu'il y a une différence en termes de moyenne et de variance. Et on trouve que la valeur de f de Fisher est relativement élevée par rapport à la taille de notre échantillon et par rapport aux données qu'on a. Et sa signification devrait être significative, c'est-à-dire devrait être inférieure à 0,05, inférieure ou égale à 0,05, c'est-à-dire inférieure à la marge d'erreur autorisée, tolérée, et doit tendre vers 0, parce qu'il y a certains qui parlent de très significatif s'il est inférieur à 0,01 et disent que c'est significatif, c'est entre 0,01 et 0,5. Le plus important pour nous, c'est qu'il devrait être significatif, c'est-à-dire inférieur à 0,05 et tendre vers 0. Et pour le troisième indicateur qu'on a dit, c'est le lambda de Wilks, il devrait être faible, c'est-à-dire qu'il ne doit pas tendre vers le 1, on dit qu'il devrait être inférieur ou égal à 0,9. Dans le cas contraire, on dit qu'il n'y a pas de différence entre les groupes, et c'est-à-dire que la classification qu'on a n'est pas valide. C'est-à-dire qu'en passant d'un groupe à un autre, on trouve à peu près la même moyenne, on trouve à peu près la même variance. Et on trouve que le F n'est pas significatif et il est faible, et le lambda de X, il tend vers le 1, c'est-à-dire supérieur à 0,9. Donc, c'est les moyens pour vérifier la première étape. Donc, on se base sur ces éléments
pour dire qu'effectivement, on a une différence entre les groupes. Il faut interpréter les trois. La façon d'interpréter les trois, j'ai essayé de la résumer pour vous dans ce tableau. Deuxième étape, c'est la vérification de la validité de votre étude, c'est de valider votre étude. Et pour cela, on fait appel à trois indicateurs également. Premièrement, le test ou le M2 box. Deuxièmement, la corrélation globale. Et troisièmement, le lambda de Wix. Alors, le test de box ou le M2 box doit être le plus élevé possible et doit être significatif, c'est-à-dire que sa signification doit tendre vers 0. Si la signification est supérieure à 0,05, on dit que l'analyse n'est pas valide. Donc, on insiste notamment sur la significativité de test de box, ainsi que sur la corrélation, sur la corrélation globale qui doit être le plus proche possible de 1. Et le troisième indicateur, c'est le lambda de Wix, qui devrait être toujours, comme on vient de voir, qui devrait être faible, et sa signification doit tendre vers 0,1. Donc ça, c'est pour la deuxième étape. Il y a certains chercheurs qui disent comme quoi le fait d'avoir deux conditions parmi les trois vérifiées, on peut valider notre étude. Si on a trois conditions, si on parvient à avoir déjà deux parmi les trois, on peut valider notre étude. Donc ça se diffère, ça reste relative. La troisième et la dernière étape, c'est de voir la qualité de représentation, c'est-à-dire de voir combien de personnes sont bien classées, c'est-à-dire est-ce que la fonction discriminante parvient à classer ou à bien placer les personnes. Et on dit généralement, je disais bien généralement, ça peut changer, qu'au moins il faut avoir 70%, voire 80% des personnes sont bien classées. On va voir comment peut-on lire la matrice qui nous permet de dire est-ce que les personnes sont bien classées ou non. Ça, c'est de façon générale. Nous allons voir ces éléments avec l'exemple qu'on a devant nous, à savoir l'exemple de Fischer, l'exemple des iris. Donc, dans l'exemple des iris, dans le tableau de données, comme je viens d'expliquer, on a 150 iris qui sont classés en trois classes, 50 iris de chaque classe. La première étape, on a dit, il faut vérifier les trois éléments. On va commencer en respectant ce qui est demandé ici. On va commencer par les statistiques élémentaires où nous devons vérifier est-ce qu'il existe une différence en termes de moyenne et de variance d'un groupe à un autre. On a trois groupes d'iris, c'est-à-dire la moyenne de cet OSA, il devrait être différent des moyens par exemple, de Virginica, différent des moyens de Versicolor, ainsi que pour l'écart type ou la variance. Donc la première statistique ou les statistiques élémentaires ne permettent de déterminer quelles sont les variables qui sont les plus discriminantes entre les groupes. C'est-à-dire on trouve assez de différences entre les groupes. Là, ça se donne avec SPSS, avec le tableau statistique du groupe. Je ne sais pas si c'est visible ou non, j'ai essayé de prendre une capture d'écran. Et remarquez, par exemple, j'ai essayé de prendre avec des couleurs différentes. Par exemple, pour la première variable, la longueur des sépales, la moyenne pour cet OSA, c'est 5,006, alors que pour Virginica, c'est 5,93. Alors que pour Versicolor, pardon, c'est 5,93, alors que pour Virginica, c'est 6,58. Donc, remarquez que la moyenne, sachant pour la première variable x1, ça change en passant d'un iris à un autre, en passant de cet OSA à Versicolor ou Virginica, ça change. De même, si je compare, par exemple, deuxième, c'est 3,42, 2,77, 2,97. Donc, ça reflète qu'effectivement, il y a une différence. De même, on peut comparer les écarts types. Le fait de dire comparer l'écart type, c'est qu'on compare la variance. Donc, l'écart type, c'est le racine carrée de la variance. 0,35, 0,51, 0,63. Donc, remarquez que, également, en termes d'écart type, il y a une différence. Si je prends, par exemple, deuxième variable, remarquez 0,37, 0,31 et 0,32. Donc, il y a également une différence entre les groupes pour l'ensemble des variables. Si vous avez constaté, c'est qu'il n'y a aucune valeur qui se répète. C'est qui confirme que la première condition, on peut dire qu'elle est vérifiée. Donc, on a comparé les moyennes d'un groupe à un autre pour les quatre variables et on a trouvé que les moyennes changent
pour les 4 variables, en passant d'un groupe à un autre ou d'une classe à une autre, on trouve que les moyennes changent. De même, pour l'écart type, en passant d'un groupe à un autre, on trouve que pour les 4 variables, les valeurs changent. Donc, on peut dire qu'il existe une différence entre les différents indicateurs d'un groupe à un autre, et la première condition pour dire qu'il y a une différence entre les groupes est vérifiée. Parce que si je reviens au tableau, on a dit que pour dire qu'il y a une influence et qu'il y a donc effectivement une différence entre les groupes, il faut avoir une différence entre les moyennes et les variances. Deuxième élément à vérifier, c'est le F, et notamment sa signification, ainsi que le lambda de X. Alors, pour vérifier ces éléments, il faut aller dans le tableau test d'égalité des moyennes des groupes. Ce tableau récapitulatif nous donne, premièrement, dans la première colonne, bien sûr, les noms de variables, et pour chaque variable, il nous indique le lambda de X, le F, ainsi que sa signification. Et on a dit que le lambda de X devrait être inférieur à 0,9. Il ne doit pas tendre vers le 1 pour l'ensemble de variables. Et la variable la plus explicative, parce qu'on a dit nous cherchons les variables les plus explicatives. Parmi ces variables, la variable la plus explicative, parmi l'ensemble des variables qu'on a, c'est la variable dont le lambda est la plus faible et dont le F est la plus élevée et dont la signification est la plus faible, c'est-à-dire la signification qui tend vers 0. Donc nous cherchons, premièrement, est-ce que nous vérifions les conditions pour dire qu'effectivement il y a une différence entre les groupes? Pour les 4 variables qu'on a ici, lambda, elle est inférieure à 0,9. Donc la première condition pour lambda est vérifiée. De même, pour les valeurs de f sont élevées, et remarquez que la valeur de f la plus élevée correspond à la variable dont le lambda on a trouvé la plus faible. Remarquez la longueur de pétale. Et je peux dire que c'est la variable la plus explicative parmi les 4 variables qu'on a, parce que c'est la variable qui a le lambda la plus faible et qui a le f le plus élevé. Mais si je prends par exemple donc la deuxième variable, la largeur de cette pale, elle a le f le plus faible et le lambda le plus élevé. C'est-à-dire c'est la moins significative parmi les 4. Mais ne veut pas dire que ce n'est pas significatif. C'est seulement pour expliquer qu'en analysant même les variables, le poids de chaque variable, donc nous cherchons à avoir des lambdas faibles, et donc la variable dont le lambda est le plus faible représente donc la variable qui est la plus explicative parmi les variables qu'on a, et c'est cette variable que l'on trouve qu'elle a le f le plus élevé. Également, la signification pour les 4 variables, elle est inférieure à 0,05, et donc ils sont significatifs, donc les 4 variables, donc on peut donc dire, d'après ce qu'on a vu dans le tableau, qu'il y a une différence entre les groupes. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que la signification pour l'ensemble des variables tend vers 0 avec des valeurs de f relativement élevées, et les lambda pour l'ensemble de variables sont des valeurs qui sont inférieures à 0,9. Donc la première condition est vérifiée avec ce qu'on a vu avec les 2 tableaux. Tableau statistique de groupe, on a comparé les moyennes et les écarts types, et on a trouvé qu'il y a une différence en termes de moyenne et des écarts types pour l'ensemble des variables d'un groupe à un autre, et pour l'ensemble des variables explicatives, qui sont 4 ici, ben, donc on a trouvé que le lambda de x, il est inférieur à 0,9 et le f est élevé et c'est significatif. C'est possible que lors de votre analyse, vous trouvez par exemple qu'il y a une variable qui n'est pas significative et dont le lambda il est faible. C'est-à-dire que pour valider votre analyse, il ne faut pas avoir cette variable. C'est possible que vous reprenez l'analyse en éliminant cette variable, comme ce qu'on a fait avec la régression. Si vous vous rappelez très bien, ceux qui ont été avec nous dans le cadre de la régression multiple, on a procédé à l'élimination des variables non significatives. On peut faire de même pour garder dans notre analyse les variables explicatives significatives. Maintenant, nous passons à la deuxième étape qui est la vérification de la validité ou la validation de notre étude. Donc la vérification de la validité de l'étude ou la validation de l'étude qui se fait à travers les 3 indicateurs, le M de box, la corrélation globale et le lambda de Wilson. Donc, le M de box, premièrement, il doit être le plus élevé possible, et donc
et doit être significatif, sinon donc, on aura un problème comme quoi c'est que la variable, il faut le changer. Alors que donc pour le M de box, on a dit qu'il doit être élevé et devrait être significatif. Si ce n'est pas significatif, c'est-à-dire qu'il faut, il faut revoir votre analyse. Alors, le M de box, le test de box, je reprends pour ceux qui n'ont pas été avec nous l'autre fois, c'est un test d'égalité des matrices de covariance des groupes, donc, qui nous permet d'indiquer est-ce qu'il y a une différence entre les groupes ou non, c'est-à-dire de rejeter l'hypothèse ou d'accepter l'hypothèse d'égalité entre les variances des groupes. On a remarqué que pour le premier, on a comparé pour le test, le lambda de X, on a comparé les moyennes, là on compare les variances des groupes. Alors le M doit être donc le plus élevé possible, comme on a dit, et il doit tendre vers 0, sa signification, sinon l'analyse n'est pas valide. Dans notre cas, le M de box qui est donné par le tableau résultat du test, il est égal à 146 et c'est très significatif. Donc la valeur de M est relativement élevée par rapport à la taille de notre échantillon et c'est significatif. Donc on peut dire que on peut accepter l'hypothèse de différence des matrices de covariance parce qu'on a dit que le test de box, c'est un test qui permet de comparer ou de tester l'égalité des matrices de covariance des groupes. Donc le H0 suppose qu'il y a égalité entre les matrices de covariance des groupes, alors que le H1, l'hypothèse alternative, suppose qu'il y a une différence entre les matrices des covariances de groupes. Donc là, dans notre cas, tant que la condition est vérifiée, on peut dire qu'on peut accepter le H1, c'est-à-dire l'hypothèse qui suppose qu'il y a une différence entre les covariances, les matrices de covariance de groupe. Donc ça, c'est pour le premier indicateur au niveau de la deuxième étape. Remarquez qu'on est dans la deuxième étape de validation de l'étude. On vérifie également, on a dit, la corrélation globale. On a dit qu'il faut vérifier 3 éléments, le M de box, le test de box, la corrélation canonique et la corrélation globale et le lambda de X. Donc, deuxièmement, la corrélation canonique est là pour objectif d'étudier les relations linéaires entre les groupes de variables numériques observées pour un ensemble d'individus, un ensemble de personnes. Et nous cherchons à avoir une corrélation la plus forte possible, tant qu'il varie entre 0 et 1. Nous cherchons qu'il sera le plus proche possible de 1. On dit que plus il est proche de 1, meilleur est notre modèle. Donc, nous devons vérifier ce deuxième point également. Donc, on peut la vérifier à travers le tableau valeur propre, sachant que même avec ce tableau, on peut vérifier la valeur qu'on a pour les valeurs propres et qui représentent la variance interclasse et la variance intraclasse. Et on a dit que cette variance devrait être, on a dit que nous cherchons des personnes qui sont homogènes au sein de la même classe, mais d'une classe à une autre, il faut avoir donc des personnes qui sont hétérogènes. C'est-à-dire que la variance interclasse devrait être élevée. C'est cette valeur de valeur propre nous permet d'avoir cette variance interclasse par rapport à la variance intraclasse. Elle est donnée par les valeurs propres et qui est dans notre cas c'est de 32,192, ce qui n'est pas méchant et c'est qu'on reflète qu'effectivement il y a une différence entre les groupes parce qu'on a une valeur assez élevée de valeurs propres. Et remarquez que le premier modèle ou la première fonction discriminante qui propose donc la valeur propre la plus élevée, il propose également la corrélation canonique la plus proche de 1. Donc, c'est la fonction discriminante que nous allons retenir. Donc la première, il propose une valeur propre qui est très faible, 0,285, c'est-à-dire une variance entre les groupes qui est très faible, c'est-à-dire que c'est possible qu'on n'aura pas des personnes hétérogènes entre les groupes, c'est-à-dire que c'est possible qu'on aura des personnes on aura énormément de personnes mal classées ou mal placées avec la deuxième fonction, mais avec la première fonction, on a donc des valeurs propres qui sont élevées, c'est-à-dire qu'on a une variance interclasse qui est très élevée, ce
qui confirme donc l'hétérogénéité des personnes entre les groupes, et il propose une corrélation globale qui est proche de 1, donc la fonction discriminante. Donc la première fonction discriminante propose pour nous une valeur propre qui est très élevée, une fonction discriminante qui est proche de 1, donc c'est la fonction discriminante que nous allons retenir, et ça confirme que notre modèle pour l'instant également est valide. Donc remarquez la deuxième condition à vérifier, on a vérifié le M de box et sa signification, là on a vérifié la valeur propre et la corrélation, notamment la corrélation globale, la corrélation canonique, le lambda de X qu'on a vu, qui permet de tester variable par variable l'hypothèse d'égalité des moyennes. Hein. Donc le M de box vérifier l'hypothèse, où il fait tester l'hypothèse d'égalité des matrices de covariance. Là, c'est d'égalité des moyennes entre les classes. Hein. Et on a dit que ça devrait être faible, et nous cherchons qu'il soit inférieur à 0,9 et qu'il soit significatif. Hein. C'est le cas qu'on a remarqué, que ça confirme que ce qu'on a trouvé avec la corrélation globale, la première fonction discriminante propose une corrélation, un lambda qui est la plus faible parmi les deux, et c'est très significatif. Donc, ce qui fait, on peut prendre la première fonction discriminante, et on peut dire que cette fonction vérifie la condition exigée de différence entre les moyennes, et on peut accepter l'hypothèse comme quoi il y a une différence entre les moyennes des trois groupes qu'on a, c'est-à-dire que la moyenne des premiers groupes est différente des deuxièmes et différente des troisièmes, tant que la troisième condition est vérifiée. Donc on a vérifié les trois conditions de validation, de validité de notre étude, donc on peut valider maintenant notre étude, et on peut passer à la troisième et la dernière étape lors de notre analyse, à savoir la qualité de représentation, pour voir est-ce que les individus qu'on a sont bien représentés ou non. Ça nous permet donc de s'assurer comme quoi est-ce que la fonction discriminante parvient à classer les individus correctement, donc dans les groupes ou dans les sous-groupes qu'on a, ou dans les classes qu'on a. Pour analyser la qualité de représentation, on fait appel au tableau résultat de classement qui nous donne les personnes. On a dit au début que N qu'on a, c'est 150. On a 150 ERIS dont on a 50 de chaque type. Au total, on a 50. Alors, remarquez, le total ici, c'est 50 par ERIS. Le total, ça donne 150. Et ce tableau nous donne le pourcentage des personnes qui sont bien placées ou bien classées avec la fonction discriminante qu'on a. Alors, remarquez que cet OSA, on a 50 personnes, parmi 50 sont bien classées. Hein. C'est-à-dire que le pourcentage des non classés ou des mal classés, c'est 0. Hein. On n'a aucun ERIS au niveau de versicalaire ou Virginica. Mais pour versicalaire, normalement, on a 50 versicalaires. Mais d'après le classement, on a 48 qui sont bien classés, c'est-à-dire 48 versicalaires, alors que 2 parmi les 50, ils sont au niveau de Virginica, c'est-à-dire que 2 parmi 50 sont mal classés, c'est-à-dire 2 parmi 50, en termes de pourcentage, ça devrait être 4%. Voilà. En termes de pourcentage, 4% sont mal classés, alors que 48 sur 50, c'est-à-dire 96%, sont bien classés. Alors que pour le premier groupe, la première classe, CETOSA, 50 sur 50 sont bien classés, c'est-à-dire 100% sont bien classés. Alors pour Virginica, normalement il faut avoir 50, alors qu'on a 49 seulement, et 1, c'est, si en fin de compte, c'est versicalaire, c'est-à-dire que 49 sur 50 sont bien classés, 49 sur 50, ça représente 98% des observations, c'est-à-dire des iris qu'on a, sont bien classés, alors que 1 sur 50 sont mal classés, c'est-à-dire 2% sont mal classés. Donc, généralement, on a dit qu'on doit avoir plus que 70% ou plus que 80% même, et sont bien classés. C'est le cas qu'on a ici. Pour le premier groupe, pour la première classe, 100% sont bien classés. Deuxième groupe, c'est 96% sont bien classés. Et le troisième groupe, c'est 98% d'observations de personnes qui sont bien classées, ce qui confirme la qualité de représentation des individus qu'on a
Alors que pour revenir ici, c'est qu'on a 50-50, c'est comme si on revient au classement fait, on trouve qu'effectivement dans cette OSA, il faut avoir 50, mais là pour versicalaire, on n'a que 49, 48 plus le 1, et non pas 50. Alors que pour Virginica, au lieu d'avoir 50, on a 51, c'est 49 plus les deux. Mais le plus important, c'est que le pourcentage des personnes, des individus qui sont des individus des observations qui sont mal classés, il est très très faible et le pourcentage des observations bien classées dépasse les 80%, le minimum exigé qui est 70% ou 80%. Donc ça confirme que là, donc on a donc effectivement une différence entre les groupes et que on a une étude qui est valable et que les individus ou les observations de cette classification sont bien représentés ou sont bien placés ou sont bien classés. Maintenant, lorsqu'on valide le classement, on a dit que l'analyse discriminante, c'est une analyse descriptive qui permet de vérifier la relation entre une variable dépendante et qualitative, qui est composée de K groupes ou K modalités qui représentent les classes, et un ensemble de variables explicatives. Donc, on parle que c'est une méthode explicative, mais également c'est une méthode prédictive parce qu'il nous permet de prédire l'appartenance d'une observation ou d'un individu à une classe parmi les classes. Donc, cela se fait avec les fonctions de classement qui peuvent être utilisées pour déterminer à quelle classe peut-on affecter une nouvelle observation sur la base de ces valeurs. Si vous vous rappelez très bien, l'autre fois, on a pris l'exemple de banques, de la solvabilité. On a dit qu'on a deux classes solvables, insolvables. Lorsqu'un nouveau client se présente, il se présente avec les données qu'elle a des différentes variables explicatives, salaire, ancienneté, âge, ainsi de suite. Donc l'ensemble des variables explicatives, on les prend et on les remplace dans les fonctions de classement. Donc les fonctions de classement sont données à travers les coefficients de fonctions de classement où ça nous donne donc les trois fonctions tant qu'on a trois groupes. On a trois groupes, on aura les trois fonctions ou les trois scores. F1 c'est cette OSA par exemple, F2 c'est versicalaire et F3 c'est Virginica. C'est le même principe que ce qu'on a fait avec la régression multiple. C'est une équation, on a par exemple F1 ici, ça va être moins la constante, moins 86,338 plus la première, 23,544 fois x1 qui est la longueur de sépale, plus 23,58 ou 588 fois la largeur de sépale, moins, remarquez que le coefficient peut être positif ou négatif, le coefficient de variation qu'on a ici, moins 16,431 fois la longueur de pétale, le x3, et le x4, moins 17,398 fois la largeur de pétale. Donc, et on aura donc la fonction pour les trois, on fait de même. Donc F1 ici, F2 et F3. Avec F1, c'est cette OSA, F2, c'est versicalaire, et F3, c'est Virginica. Donc, avec le x1, c'est la longueur de sépale, x2, c'est la largeur de sépale, et x3, c'est la longueur de pétale, et le x4, c'est la largeur. Donc, on a pris les fonctions à travers les coefficients de fonctions de classement. Par exemple, pour la deuxième, on a fait moins 72 plus le 6, ainsi de suite. Et on fait de même pour l'ensemble. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, si on a un nouvel individu, par exemple, le cas ici, c'est l'ERIS. On a un nouvel ERIS, par exemple, comme le cas de la banque. On a dit un nouveau client qui se présente à la banque. Il va ramener son dossier. Le dossier, c'est les X. Et on classe pour cette personne, on calcule à travers les fonctions, on calcule les valeurs. On remplace donc. Donc, remarquez, la personne, c'est les mêmes X. C'est les coefficients qui changent. X1, X2, X3, X4. Ce qui fait, c'est les mêmes X, on remplace seulement les valeurs. Ici, on a des valeurs, un exemple, on a pris
Eris, par exemple, dont la longueur de sépale est 40, largeur de sépale 3,10, longueur de pétale 1,50 et largeur de pétale, c'est 0,30. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les xi qu'on a et on va les remplacer dans les trois fonctions. Et on calcule. F1, F2, F3. On les remplace dans les trois fonctions. Je remplace les valeurs qu'on a dans les trois fonctions et je calcule. D'où l'appellation le scoring. Je vais affecter cette Eris, cette personne, à la fonction dont il aura le score le plus élevé. C'est pour cette raison qu'on appelle également le scoring. On a déjà expliqué ça. Donc, on calcule ce qu'on appelle les scores. On a trouvé, en remplaçant les valeurs des xi, on a trouvé que le F1, c'est 60,54. X2, c'est 27,89. Et X3, c'est, pardon, le F3, c'est 12,70. On a trouvé que, par coïncidence, le F1 est supérieur à F2, supérieur à F3. Et on sait que le F1, c'est quoi? C'est le cétosa. Donc, on dit que cette Eris, il s'agit de cétosa. Pourquoi? Parce que son score a affecté dans la première classe, la classe de cétosa. Hicham, merci pour le commentaire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Bon, on est là pour confirmer que le groupe, donc déjà, c'est que elle est pour l'apprentissage, et donc même si il y aura décision, examen, conteste l'examen ou non, mais l'objectif de cette action citoyenne, c'est beaucoup plus l'apprentissage. Et j'ouvre la parenthèse avant de passer le deuxième exemple, parce que je reçois pas mal de messages en inbox concernant les méthodes. Notamment, il y a pas mal de doctorants qui m'ont contacté. Moi, j'ai choisi les méthodes, j'ai commencé avec la régression et automatiquement, j'ai choisi de passer à la régression multiple parce que simple, automatiquement, on passe à la régression multiple. Et pour faire les autres méthodes, donc il y a quelqu'un qui a proposé de faire l'ACP dans le cadre d'une séance, je pense la séance de régression multiple, on a basculé vers l'ACP. Après, donc le choix, parce qu'il y a certains qui m'ont demandé de faire, par exemple, MANOVA ou ANOVA, parce que moi, je n'ai pas fait le bivarié, je n'ai pas fait le Ki2 et ANOVA. Et pour faire MANOVA, j'aurais besoin de revenir. Pour faire le MANOVA, je dois faire le test ANOVA. Donc, la séance prochaine, je vais essayer de faire le test ANOVA ainsi que le MANOVA après, parce que j'ai essayé de faire les méthodes les plus utilisées, notamment que les étudiants, notamment les doctorants, auxquels auront besoin dans leur partie, notamment empirique, ils vont faire appel à une étude quantitative. Donc, j'ai essayé de faire les méthodes les plus utilisées, ACP, régression multiple, scoring. Je vais faire le MANOVA, mais s'il y a quelqu'un parmi vous qui a une demande spéciale, soit il l'écrit par exemple en commentaire, soit il m'envoie un message ou un mail et je peux donc ajouter donc la méthode demandée au niveau de programme. Donc, on peut faire même par exemple l'AFC également si on aura le temps. Je ne sais pas que si on aura assez de temps pour traiter toutes ces méthodes ou non, mais j'ai essayé de choisir les méthodes les plus utilisées dans le cadre de l'analyse quantitative, notamment dans le cadre des études empiriques, que ce soit dans les projets de fin d'études en master ou dans les projets de thèse ou d'autres recherches ou études. Donc, c'est seulement pour répondre à certaines questions qui m'ont été posées pour le choix de méthode et quelle méthode on va faire. Moi, j'ai choisi des méthodes de façon aléatoire. Au début, j'ai commencé avec la régression et suite à la demande de quelqu'un, j'ai basculé vers l'ACP et après l'analyse discriminante. Donc, tant qu'il y a quelqu'un qui a demandé l'ANOVA, on va faire l'ANOVA et après le MANOVA, parce qu'on ne peut pas faire le MANOVA avant de faire l'ANOVA. Et après, on peut voir d'autres méthodes. Donc, si il y a donc, on peut faire la classification hiérarchique ou une autre méthode en fonction de la situation qu'on aura après. Et j'espère que ça ne va pas durer longtemps, même si ça n'a pas l'air de finir bientôt. Alors, on peut passer au deuxième exemple. Je vais essayer de passer rapidement tant qu'on a la contrainte de temps. Déjà, on a
On a consommé 46 minutes de notre temps consacré à la séance. On va passer à au deuxième exemple, la deuxième application. Je ne vais pas revenir aux étapes sur SPSS, je vais afficher directement les résultats. On va directement analyser les résultats qu'on a. Donc, deuxième exemple, il s'agit d'un exemple d'une entreprise qui a comme objectif de classer ses salariés en 3 classes. C'est-à-dire que la variable ici à expliquer, c'est le type de salarié. Très rentable, rentable ou non rentable. Ce sont des commerciaux à travers 4 variables explicatives. X1, c'est le nombre de prospects. X2, c'est le nombre de rendez-vous pris. X3, c'est le nombre d'appels téléphoniques. Et X4, c'est le nombre de clients gagnés. Et ils ont pris un échantillon. On a un échantillon d'apprentissage composé de 45 salariés. C'est-à-dire qu'on aura 15 salariés, par exemple, par classe. Comme ça, on aura 15 fois 3, ça donne 45. Donc, on a la variable ici à expliquer, c'est le type de commercial ou le type de salarié. On a 3 types, très rentable, rentable, non rentable, et que nous cherchons à expliquer par 4 variables explicatives. C'est à peu près le même exemple que l'exemple d'Eris, les mêmes caractéristiques, c'est seulement la taille d'échantillon qui change ici. Avec les Eris, on avait 150, là on a 45. Sinon, le même nombre de groupes, le nombre de groupes qu'on a, on a dit que le nombre total c'est 45, P c'est le nombre de variables explicatives, c'est 4, et le nombre de groupes c'est 3, parce qu'on a 3 types de commerciaux. Donc ce qui a changé par rapport au premier exemple en termes de données, c'est bien la taille de notre échantillon d'apprentissage. On a 45 en termes d'effectifs ici, alors qu'en termes d'effectifs dans le premier exemple, on avait 150. Donc le tableau de données, ça nous confirme qu'on a 45 observations. Je passe directement aux 3 étapes. Donc on a dit la première, c'est l'analyse de l'existence de différences entre les groupes. Deuxièmement, la validation de votre étude. Et troisièmement, la qualité de représentation. Toujours, on revient au tableau pour vérifier les 3 indicateurs, moyenne, test de Fisher et lambda de X, moyenne ou écart type ou moyenne ou variance. Donc, le premier tableau ici, ça nous donne donc, les valeurs. Si je prends par exemple pour le nombre de prospects, la moyenne c'est 103. Pour les rentables, c'est 86 et pour les non rentables, c'est 50. Remarquez que la moyenne des très rentables, en termes de nombre de prospects, est différente de moyenne des rentables et différente des moyennes des non rentables. C'est logique que la moyenne de ceux qui sont très rentables est supérieure en termes de nombre de prospects. Un commercial considéré comme étant très rentable, c'est-à-dire qu'il a un nombre de prospects qui est élevé par rapport à quelqu'un qui est rentable ou qui est non rentable. Donc, remarquez qu'il y a une différence en termes, par exemple, de 3 groupes par rapport à la première variable, nombre de prospects. De même, pour la deuxième variable, nombre de rendez-vous, on a 58. Pour le premier, il a pris 58 en moyenne, rendez-vous. Le deuxième, il a 47 et le troisième, il a seulement 36. Ça confirme qu'il y a une différence entre les groupes. Troisième, nombre d'appels téléphoniques. Le premier a fait 160, c'est-à-dire le très rentable, alors que les rentables ont comme moyenne 113 appels, alors que les non rentables, ils ont comme moyenne 92. Remarquez que les moyennes changent. Ça confirme que tant qu'il y a une différence entre les moyennes, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre les groupes. D'après la comparaison des moyennes, c'est à vérifier avec les autres indicateurs. De même pour les écarts types, pour confirmer les variances. Donc, il faut avoir des variances qui sont, ou des écarts types qui sont différents d'un groupe à un autre. Donc, remarquez que l'écart type des premiers, c'est 14, 15 et 18, 9, 12, ainsi de suite. Le plus important, c'est qu'on trouve, en comparant les moyennes et les écarts types entre les groupes, qu'il y a une différence en termes de moyenne et des écarts types pour les 3 classes ou les 3 groupes. Donc ça confirme qu'effectivement, il y a donc une différence entre les groupes à travers l'analyse des moyennes et des écarts types. Mais l'analyse devrait être complétée par l'analyse des 2 indicateurs,
la signification et le test de f de Fischer, ainsi que le lambda de Weeks. On a dit que le lambda de Weeks devrait être inférieur à 0,9 ou ne doit pas tendre vers le 1 et devrait être la plus faible possible. Et la variable la plus explicative, c'est la variable présentant un lambda qui est la plus faible et qui a le f le plus élevé. Je disais bien, remarquez que les valeurs qu'on a pour le f ici sont différentes des valeurs de f qu'on a dans le premier exemple, parce que la taille d'échantillon n'est pas la même. Dans le premier, l'effectif, c'était 150, le n, alors que là, le NC, c'est 45. Mais le plus important, c'est que les 4 variables présentent un lambda de x qui est inférieur à 0,9 et sont significatives. Donc, ce qui confirme qu'il y a effectivement une différence entre les groupes. Ça confirme ce qu'on a trouvé avec les statistiques de groupe et avec l'analyse de moyenne et de variance. Maintenant, on peut passer à la deuxième étape, c'est de vérifier le M de box, la corrélation globale et le lambda de X. J'ai pris cet exemple pour vous expliquer une situation auquel vous pouvez avoir dans certains cas. Là, je trouve que le M de box est relativement élevé, mais ce n'est pas très significatif. Remarquez que ce n'est pas significatif. Donc, le M de box, ce n'est pas significatif, donc une condition n'est pas vérifiée, même si le M est relativement élevé, mais ce n'est pas significatif. Donc là, il faut faire attention à la signification. Nous devons faire attention et nous devons comparer, donc nous devons voir la valeur propre. La valeur propre est élevée ici, c'est-à-dire qu'on a 4, donc c'est élevé, et c'est très significatif. Donc remarquez que ça représente une corrélation de 90. C'est-à-dire que cette fonction explique à peu près 97% de la variance donc, des variables explicatives et des groupes et des individus qu'on a, ce qui confirme que la première fonction présente des caractéristiques qui sont intéressantes et qu'on peut la retenir et on peut valider donc notre étude à travers cette corrélation globale et la valeur propre. Il faut vérifier également le deuxième élément qui est donc la signification et le lambda de X. Le lambda de X, il est inférieur à 0,9. Remarquez, et pour la première fonction qu'on a retenue, c'est celle qui propose le lambda la plus faible et qui est la plus significative. Alors que la deuxième, c'est même pas significatif et la lambda qui tend vers le 1. Il n'est pas supérieur à 0,9, mais il tend vers le 1, ce qui confirme comme quoi on doit prendre la première fonction. Donc remarquez qu'on a 2 conditions parmi les 3 vérifiées. Il y a certains qui disent comme quoi non, il ne faut pas valider votre étude parce qu'il faut avoir les 3. Il y a certains chercheurs qui disent que le fait d'avoir 2 conditions parmi 3 valides, c'est-à-dire qu'on peut valider notre étude. Donc, nous, on va prendre l'hypothèse comme quoi l'étude est valide dans notre cas avec les 2 conditions et on va maintenant passer à la vérification de la qualité de représentation des individus ou des observations qu'on a. Les individus qu'on a ici sont les commerciaux. Donc, on va vérifier est-ce que la fonction discriminante parvient bien classer les groupes ou les sous-groupes ou les classes. Donc, on avait 45, 15 par groupe. Alors que, d'après le classement fait, on trouve que dans la première classe, des très rentables, normalement, on a 14 très rentables, mais 1, et les rentables seulement, ils n'ont pas très rentables. C'est-à-dire 1 sur 15 est mal classé. En termes de pourcentage, ça donne 6,7. Et 14 sur 15 sont bien classés, c'est-à-dire 93 sur 100 sont bien classés. Maintenant, si on passe au rentable, on a 3 qui sont des très rentables et 11 qui sont rentables et 1 qui est non rentable. C'est-à-dire, dans les rentables, il y a 4 sur 15 qui sont mal classés. C'est-à-dire que pour les rentables, c'est seulement 73 qui sont bien classés. Et le total des mal classés, c'est 26,7%. 20% sont des très rentables et 6,7% sont des non rentables. C'est-à-dire que les rentables, le pourcentage des personnes qui sont bien classées, il est relativement faible, mais ça dépasse le seuil exigé. Mais il est relativement faible par rapport au pourcentage des très rentables et même par rapport au pourcentage des non rentables. Parce qu'au sein des non rentables,
Parmi les 15, on a 13 qui sont bien classés et 2 seulement qui sont mal classés. Ils sont avec les rentables, c'est-à-dire 2 sur 15, ça représente en termes de pourcentage 13%. Mais le plus important, c'est que le pourcentage, si on observe en diagonale, ça nous donne le pourcentage de personnes qui sont bien classées par groupe. Dans le premier groupe, pour la première classe des très rentables, on a 93% sont bien classés. Dans le deuxième groupe, les rentables, 73% sont bien classés. Et dans le troisième groupe, les non rentables, 86% sont bien classés. Donc, on peut dire que la majorité des observations qu'on a sont bien classées et on peut valider la troisième étape également de la qualité de représentation et on peut passer directement aux fonctions de classement comme on a vu avec le premier exemple. On a 3 groupes, on calcule pour chaque groupe une fonction, le score, c'est-à-dire la fonction discriminante, le F1, le F2 et le F3. F1, c'est les très rentables, moins 65 883, pardon, plus 0,415 soit X1 qui est le nombre de prospects, 0,481 fois le nombre de rendez-vous, le X2, plus 0,192 fois le nombre d'appels téléphoniques, le X3, plus 0,760 fois le nombre de clients, et on fait de même pour le deuxième groupe, et de même pour le troisième groupe des non rentables. On aura les 3 fonctions F1, F2, F3, avec F1 c'est la classe des très rentables, F2 c'est la classe des rentables, et F3 c'est la classe des non rentables, et les X1 c'est bien sûr les nombre de prospects, nombre de rendez-vous pris, X3 c'est le nombre d'appels téléphoniques, et le X4 c'est le nombre de clients gagnés, et le même principe, la même démarche que ce qu'on a fait avec le premier exemple, lorsqu'on aura par exemple un nouveau commercial, un nouvel individu, un nouveau commercial, on va prendre pour ce commercial combien il a eu de prospects, combien il a eu de rendez-vous, combien il a eu d'appels téléphoniques, combien il a eu de clients gagnés, et on remplace ces 4 valeurs dans les 3 fonctions. X1, nombre de prospects, X2, nombre de rendez-vous, X3, le nombre d'appels téléphoniques, et X4, le nombre de clients gagnés. Je le remplace F1, je le remplace après F2, et je le remplace après F3. Et j'affecte ce commercial à la classe dont il aura le score le plus élevé. Par exemple, si je vais trouver que le F2, c'est la plus élevée, je vais dire comme quoi il s'agit de quelqu'un qui est rentable. Donc, c'était 2 exemples dans cette partie d'analyse discriminante. Je ne sais pas si vous avez des questions, parce qu'on arrive à la fin de cette séance. On a 1 heure donc, de cours. Je ne sais pas si vous avez des questions avant d'arrêter la vidéo. Je ne sais pas si c'est clair, si vous avez des questions à propos de cette partie d'analyse discriminante dans laquelle on a fait, comme ce qu'on a fait avec les autres méthodes, 2 parties. Une première partie était une partie théorique pour expliquer le principe théorique de la méthode. Et dans la deuxième partie, on a fait 2 exemples avec le logiciel SPSS, comme ce qu'on a fait avec les autres méthodes. Je ne sais pas si vous avez des questions avant de mettre fin à cette séance. Vous n'avez pas de questions, je pense. Il y a les 2 commentaires. Allez, merci. C'est bon, donc si vous n'avez pas de questions, donc, on se donne rendez-vous la séance prochaine, Inch'Allah.